Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Alors aujourd'hui, on se penche sur une question qui agite pas mal le monde de l'éducation en France. Mhm. C'est l'arrivée assez marquée des neurosciences dans les discours officiels, les recommandations. Ça date pas d'hier, mais ça s'est accentué depuis les années 2010, on va dire. Oui, tout à fait. Et on a un peu deux sons de cloche. D'un côté, la promesse d'améliorer l'apprentissage grâce à ce qu'on sait du cerveau. C'est tentant. Bien sûr. Et de l'autre, une interrogation, celle qui est au cœur de l'analyse qu'on va regarder. Est-ce que c'est vraiment une quête d'objectivité ou est-ce que c'est pas un peu une façon d'utiliser l'autorité de la science pour faire passer des choix pédagogiques, voire politiques? C'est ça la question. On parle même parfois d'une sorte d'hégémonie scientifique qui risquerait un peu d'écraser d'autres approches comme la didactique, la socio de l'éduc. Oui, et justement, pour décortiquer un peu cette tension, notre point de départ, c'est une étude assez fouillée, une analyse critique d'un document officiel. Il vient d'EduSchool, donc le portail du ministère de l'Éducation nationale, D'accord. et ce document s'appelle « Les automatismes au collège ». Il s'adresse spécifiquement aux profs de maths. Au prof de maths, ok. L'objectif affiché, évidemment, c'est d'aider les élèves, surtout ceux qui ont du mal en calcul, en s'appuyant sur des données scientifiques pour donner des pistes. Et c'est ce document-là qui va nous servir un peu de cas d'étude pour voir comment la science est utilisée. Bon, alors l'idée, c'est de voir ensemble d'abord comment ce document EduSchool, il construit son argumentaire. Comment il utilise les neurosciences pour justifier des pratiques très précises. Mhm. Et ensuite, et ça, c'est le cœur de l'analyse critique qu'on a sous les yeux, c'est de voir si cette démarche, elle tient la route quand on la compare à d'autres recherches ou au savoir pédagogique qui existe déjà. Ok, déballons ça. Comment il essaie de nous convaincre, ce document EduSchool? Alors, l'étude qu'on analyse, elle décrit la structure du document un peu comme un syllogisme, une mécanique rhétorique assez classique finalement. C'est-à-dire? On pose une prémisse scientifique, tirée des neurosciences, et à partir de là, on en déduit une conclusion pédagogique qui, du coup, a l'air logique, presque inévitable. C'est assez efficace comme stratégie de persuasion, en apparence. Une base scientifique pour démarrer donc. Hmm. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Alors, le document, il commence par un préambule. Il est signé par Jérôme Prado, qui est un chercheur assez connu en neurosciences cognitives. D'accord. Et il introduit un concept clé, la capacité limitée de ce qu'on appelle la mémoire de travail. Ah oui, la fameuse mémoire de travail. Voilà. C'est cette partie de notre cerveau qui nous permet de jongler avec les informations à court terme. Et Prado la présente vraiment comme un goulot d'étranglement, surtout en maths quand on fait des calculs un peu complexes. Ok, un goulot d'étranglement. Et face à ça, il propose quoi comme solution? La solution mise en avant, c'est le développement d'automatismes. Les automatismes. L'idée de base, c'est que si certaines procédures, l'étape de multiplication, des petits calculs, deviennent automatiques, eh bien, elles demandent moins d'efforts à cette mémoire de travail. Mhm. Ça la libérerait, en quelque sorte, pour qu'elle puisse se concentrer sur des tâches plus nobles, la compréhension, le raisonnement, la résolution de problèmes. C'est vraiment le socle neuroscientifique sur lequel tout le reste va s'appuyer. D'accord, le cadre est posé. Mais l'analyse critique, elle dit aussi que le ton du document EduSchool est un peu particulier, non? Oui, l'étude souligne une tonalité assez alarmiste, en fait. Le document utilise des graphiques, c'est la figure 1, pour montrer ce qu'il appelle une baisse extrêmement importante et même inquiétante des performances en calcul des élèves français. Ah oui, ça met la pression. Exactement, ça installe un climat d'urgence. Et du coup, les recommandations qui suivent, elles apparaissent comme une réponse nécessaire, quasi obligatoire à une situation critique. Et j'imagine que le jargon utilisé renforce cette impression d'urgence scientifique. Tout à fait. Le document utilise un vocabulaire technique qui vient des sciences cognitives. Processus automatique, apprentissage déclaratif, procédural. Hmm. Pour un enseignant qui n'est pas forcément spécialiste, ça peut impressionner et ça rend la discussion plus difficile peut-être. Ça assoit une certaine autorité scientifique. D'accord. Et en plus, le texte fait un lien direct entre le manque d'automatisme et des choses plus émotionnelles. L'anxiété face aux maths, la perte de confiance en soi. Assez habile, ça. Parce qu'en reliant le technique, les automatismes à l'affectif, au bien-être des élèves, si on critique la méthode, on a l'air de quoi? De se moquer de la souffrance des élèves. C'est exactement une des dimensions que l'analyse critique met en avant. Ça rend la remise en question des recommandations plus délicate, sur le plan éthique, sur le plan émotionnel. Alors, justement, comment on passe de ces grands principes neuroscientifiques, mémoire limitée, besoin d'automatisme, aux conseils très concrets pour la classe? C'est là que l'analyse critique dit qu'il y a un souci, un glissement argumentatif. Voilà, c'est le point crucial. La deuxième partie du document EduSchool, elle traduit ces idées généraux en pratique de classe. Et c'est là que, d'après l'analyse, ça commence à coincer.
D'abord, la notion même d'automatisme est définie de façon très restrictive. C'est-à-dire? On insiste énormément sur la restitution mémorielle pure. L'exemple type, c'est les tables de multiplication. Le document dit bien que le résultat doit être retrouvé de mémoire et pas être le fruit d'un calcul. Attendez, ça veut dire que si un élève, je sais pas moi, il fait 7 fois 8 en se disant bon, 7 fois 4 ça fait 28, je double, ça fait 56, ça c'est pas bon? Si on lit le document EduSCOL à la lettre, cette reconstruction par le calcul, elle est explicitement qualifiée de stratégie inefficace. Et même, elle doit être découragée. Il faut privilégier le rappel par cœur instantané. Ah oui, quand même. L'analyse critique, voilà une première torsion. On ne cherche plus juste à automatiser, on impose une seule forme d'automatisme, la restitution pure, la plus basique. D'accord. Et comment on vérifie que c'est bien du par cœur et pas du calcul même rapide? Par la méthode qui est érigée en norme, la contrainte de temps, une contrainte extrême. Ah, Le document recommande des tests diagnostiques à faire passer dans un temps contraint. Et pour l'évaluation finale, on compte le nombre de bonnes réponses obtenues en 1 minute. en 1 minute. Voilà, la vitesse devient l'indicateur quasi unique pour dire si l'automatisme est maîtrisé ou pas. D'accord, je vois le glissement. On part d'un principe neuroscientifique assez général, sur la pratique répétée, espacée pour mémoriser, ce que dit Prado, et on atterrit sur une méthode pédagogique très spécifique et franchement assez controversée, le test chrono à outrance. Est-ce que le document EduSCOL justifie ce saut? C'est justement ce que l'analyse critique lui reproche. Ce passage de la théorie neurogénérale pratiquée pour automatiser à la méthode pédagogique spécifique les tests de vitesse, ce passage n'est pas démontré logiquement dans le document. Il est posé comme une évidence, comme si c'était l'application directe, indiscutable de la science. Alors que ça ne l'est pas forcément. Alors que, selon l'analyse, ce n'est pas une déduction scientifique. C'est un choix didactique qui est fait, mais un choix qui est habillé avec les habits de la nécessité scientifique. Ce qui est fascinant ici, c'est cette traduction très orientée, en fait. L'analyse qu'on a, elle décortique bien ce décalage, non? Oui, elle le résume très bien, notamment dans un tableau comparatif qu'elle propose. En gros, objectif affiché par EduSCOL, libérer la mémoire de travail. OK. Méthode EduSCOL préconisée, test rapide. Critique de l'analyse, attention, la pression du temps peut au contraire surcharger la mémoire à cause du stress. Ah oui. Autre objectif, consolider en mémoire. Méthode EduSCOL, rappel par cœur strict, pas de reconstruction. Critique, mais ça exclut la reconstruction qui pourtant montre une compréhension parfois même profonde. Et enfin, objectif affiché, lutter contre l'anxiété mathématique. Méthode EduSCOL, test chronométré. Critique, c'est paradoxal, parce que la recherche montre que ces tests sont une source majeure d'anxiété pour beaucoup d'élèves. Donc à chaque fois, la méthode pourrait aller à l'encontre du but recherché. C'est ce que suggère l'analyse critique, oui. La méthode choisie semble potentiellement contre-productive par rapport à l'objectif initial, si on élargit un peu le regard scientifique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si la méthode risque d'aller à l'encontre des objectifs, même neuroscientifiques, sur quoi repose vraiment cet argumentaire d'EduSCOL? L'analyse critique suggère que tout l'édifice y s'effrite un peu quand on le confronte à d'autres recherches. Oui, c'est la partie la plus déstabilisante de l'analyse, on peut dire. Elle montre que l'argumentation du document EduSCOL, non seulement elle ignore, mais parfois elle contredit carrément un large consensus scientifique, y compris d'ailleurs dans le champ des neurosciences cognitives qu'il prétend représenter. Et la contradiction la plus énorme, ce serait sur l'anxiété, c'est ça? Absolument, c'est flagrant. Le document EduSCOL dit vouloir réduire l'anxiété mathématique. Noble objectif. Mais sa méthode phare, les tests chronométrés, elle est identifiée depuis des années par la recherche internationale comme l'une des principales causes de cette anxiété. C'est fou. L'analyse cite Jo Boaler, une professeure à Stanford, qui parle de pratiques torturantes pour beaucoup d'élèves. Des pratiques directement liées au blocage, à l'évitement des maths. Mais c'est incroyable. Comment on peut passer à côté de ça? Le document EduSCOL, il ne parle pas du tout de ces risques. C'est encore plus paradoxal que ça. Le texte de Prado lui-même, celui qui est cité en préambule du document EduSCOL, Oui, mentionne une étude, celle de Billock et Maloney, qui explique comment l'anxiété à travers les pensées négatives vient envahir et perturber la fameuse mémoire de travail. d'accord. Mais ce que le document EduSCOL oublie de dire, c'est que de très nombreuses études neuroscientifiques ont montré précisément que le stress aigu, celui qui est généré par les tests sous forte pression temporelle, il provoque exactement cet effet.
Il sature la mémoire de travail et il bloque l'accès aux informations qui sont pourtant stockées, même si l'élève sait sa leçon. Donc, l'élève, il rate son test non pas parce qu'il n'a pas automatisé, mais parce que la situation même du test l'empêche d'aller chercher ce qu'il sait. C'est Le remède provoquerait la maladie qu'il est censé guérir, en gros. C'est exactement ce que pointe l'analyse critique. Et l'ironie du sort, c'est que cet effet de blocage par le stress, il est souvent encore plus marqué chez les élèves qui ont, au départ, une grande capacité de mémoire de travail. Ah bon? Oui. Ils sont donc paradoxalement les plus pénalisés par cette méthode qui est censée les aider. Et les conséquences pointées par l'analyse sont lourdes. Développement d'une vraie phobie de maths, la conviction que les maths c'est juste être rapide, et du coup l'évitement de la matière. L'autre gros point de tension que soulève l'analyse, c'est cette opposition très forte que Duscol met en place entre restituer par cœur et reconstruire par le calcul. Oui, l'étude critique rappelle que la recherche en didactique des mathématiques, c'est la science qui étudie comment on enseigne et comment on apprend les maths, montre une relation beaucoup plus riche et surtout bidirectionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la fluidité des procédures, savoir calculer vite et bien, et la compréhension des concepts, savoir pourquoi ça marche comme ça, se nourrissent l'une l'autre. L'une aide l'autre et vice-versa. Isoler et survaloriser la restitution pure, comme le fait Eduscol, au détriment de la reconstruction, c'est potentiellement appauvrir l'apprentissage. Parce que l'élève qui calcule 7 fois 8 en passant par 7 fois 4 fois 2, même si c'est un peu plus lent au début, en fait, il fait des maths intelligentes. Il réfléchit. Précisément. Il mobilise, peut-être sans mettre les mots dessus, des propriétés mathématiques fondamentales, comme la distributivité de la multiplication. C'est ça, le sens du nombre, cette capacité à jouer avec les nombres, à les comprendre vraiment en profondeur. Alors, dévaloriser ça au nom de la vitesse pure, c'est risquer de former, comme le dit l'analyse, des élèves qui récitent bien, mais qui ne comprennent pas forcément ou qui ne savent pas réutiliser leurs connaissances dans des situations nouvelles. Et cette vision, elle irait un peu à contre-courant de ce que disent d'autres acteurs de l'enseignement des maths en France. L'analyse critique souligne en effet le contraste avec les approches qui sont développées depuis des décennies par des organismes comme les IREM, les Instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques, ou la PMEP, l'Association des profs de maths. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour eux, bien sûr que les automatismes sont importants, mais ils les voient plutôt comme une conséquence de la compréhension et de la résolution de problèmes variés, pas comme un préalable un peu déconnecté du sens qu'on obtiendrait juste par répétition chronométrie. C'est une philosophie assez différente. Du coup, face à toutes ces contradictions, ces omissions, comment l'analyse critique qualifie la démarche d'Eduscol? Elle utilise le terme de cherry-picking scientifique, ou sélection partielle des références si on veut traduire. Cherry picking? Cueillir les cerises, quoi? C'est ça. En gros, on va piocher dans l'énorme corpus de la recherche scientifique uniquement les petits bouts, parfois sortis de leur contexte, qui ont l'air de soutenir la conclusion qu'on veut défendre, et en même temps, on ignore délibérément tout ce qui pourrait nuancer ou contredire cette conclusion. Hmm. L'exemple de l'utilisation de la référence sur l'anxiété est assez frappant, selon l'analyse. On l'utilise pour dire, voyez, il faut des automatismes pour réduire l'anxiété, mais on oublie de dire que cette même recherche met en garde contre les méfaits de la pression temporelle, qui est la méthode préconisée. Mhm. Donc, ce serait pas vraiment un état de l'art scientifique honnête. Selon l'analyse, non. Ce serait plutôt une utilisation stratégique de l'autorité de la science pour faire passer un message précis. Et cette analyse, elle nous invite à prendre un peu de hauteur. Ce cas précis du document sur les automatismes, ce serait juste un symptôme de quelque chose de plus large en France? C'est ce que suggère l'étude critique, oui. Elle replace ce document dans une tendance plus générale, la promotion d'une neuroéducation. Et ça suscite des débats assez vifs dans le milieu éducatif français. Ah oui? Oui, des voix pour alerter sur le risque d'une sorte d'hégémonie des neurosciences sur les autres disciplines qui étudient l'éducation depuis bien plus longtemps, la pédagogie, la didactique, la sociologie, la psycho du développement. Et le risque principal, ce serait quoi? Une forme de réductionnisme? Oui, c'est ça. Le risque pointé, c'est celui d'un réductionnisme biologique, c'est-à-dire expliquer les difficultés d'apprentissage, surtout, voire seulement, par des facteurs liés au cerveau ou à la cognition. En oubliant tout le reste? En minimisant ou en ignorant complètement le poids énorme des facteurs sociaux, culturels, économiques ou même les choix pédagogiques faits en classe. C'est une simplification qui peut séduire, mais qui est potentiellement dangereuse si elle cache la complexité de la réalité éducative. L'analyse mentionne aussi le rôle d'une institution en particulier dans cette tendance. Oui, elle pointe le rôle du Conseil scientifique de l'éducation nationale, le CSEN. C'est un organe qui a été créé en 2018 pour
éclairer les décisions du ministère par la recherche. Il est présidé par Stanislas Dehaene, un neuroscientifique très médiatique et de renommée mondiale. D'accord. Et l'analyse note que la composition de ce CSEN fait une très large place aux sciences cognitives et que ses recommandations vont souvent dans le sens d'une approche assez standardisée, basée sur des évaluations à grande échelle, des méthodes dites validées scientifiquement. Ce qui fait écho à l'esprit du document EduSCOL qu'on a analysé. Mais même les promoteurs de cette approche, ils reconnaissent qu'il y a des limites, non? On passe pas directement du neurone à la salle de classe. Effectivement, et l'analyse le rappelle, même des figures comme Dehaene admettent qu'il y a, loin de la synapse à l'éducation, le transfert direct des résultats de labo à la classe, c'est hyper complexe. Ça peut pas être juste une application de recette toute faite. Mhm. Le risque, souligné par la critique, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le scientisme. C'est une confiance un peu excessive, parfois naïve, dans la capacité de la science, souvent réduite aux neurosciences, à résoudre tous les problèmes éducatifs, quitte à ignorer les savoirs accumulés par d'autres disciplines ou par les enseignants eux-mêmes sur le terrain, et quitte aussi à propager des neuromythes, des interprétations simplistes ou carrément fausses de la recherche. Mhm. Si on relie ça à une vision d'ensemble, on perçoit une stratégie d'influence, peut-être. Ce qui nous amène à la dimension plus politique que soulève l'analyse critique. Au final, cet argument scientifique, il servirait à quoi, effectivement? L'analyse suggère que le fait d'invoquer la science, ça permet de présenter les réformes éducatives non plus comme des choix politiques ou idéologiques, qui seraient donc discutables démocratiquement, mais comme des solutions techniques, objectives, basées sur des preuves, et donc beaucoup moins contestables. Ah, d'accord. Ça coupe court au débat, en quelque sorte. Ça peut permettre aussi de disqualifier les critiques en les accusant d'être irrationnels, idéologiques, ou en utilisant ce terme un peu fourre-tout et souvent péjoratif de pédagogisme, pour balayer d'un revers de main les savoirs qui viennent de l'expérience de terrain ou de la recherche pédagogique. Donc l'idée, ce serait que la science, elle ne guide pas vraiment la décision avant qu'elle soit prise, mais elle vient la justifier après coup. C'est l'hypothèse forte de l'analyse critique, oui. La recherche, ou plutôt une certaine lecture de la recherche, serait utilisée pour légitimer a posteriori des orientations politiques qui existaient déjà. D'accord. Dans le cas qui nous intéresse, l'objectif politique serait peut-être un retour à un enseignement des maths jugé plus fondamental, plus axé sur le calcul mémorisé. Et l'argumentaire neuroscientifique viendrait donner une caution moderne et, en apparence indiscutable, à cette orientation. Et dans cette vision des choses, quel serait l'impact sur les enseignants eux-mêmes? L'analyse pointe une forme de dévalorisation de leur professionnalisme, de leur expertise. Si la bonne méthode est dictée par la science, ou plutôt par ceux qui l'interprètent au ministère, l'enseignant devient quoi? Un simple exécutant de protocole pensé par des experts extérieurs. Plutôt qu'un concepteur. Exactement. Plutôt qu'un concepteur capable d'analyser sa classe, d'adapter ses méthodes, d'innover. Sa capacité de jugement professionnel est comme mise de côté. Et au-delà des méthodes, l'analyse suggère que c'est carrément un certain modèle d'élève et même de société qui serait promu à travers ces choix. Oui, l'étude critique va jusque-là. Elle décrit un modèle éducatif un peu implicite qui valoriserait surtout la performance individuelle, celle qui se mesure facilement, la rapidité d'exécution, la conformité à une norme unique. Et du coup, ça dévaloriserait quoi? Par contraste, ça dévaloriserait la créativité, l'exploration personnelle, la collaboration entre élèves, le temps long de la réflexion, de la maturation des idées, tout ce qui est moins facilement quantifié peut-être. Alors, qu'est-ce que tout seul signifie? Quelles pourraient être les conséquences sociales si on suit cette analyse? L'analyse soulève le risque d'exclure ou au moins de décourager les élèves qui ne rentrent pas dans ce moule, les penseurs lents mais profonds, comme on dit parfois, ceux qui ont besoin de temps pour comprendre, ceux qui explorent des chemins de traverse. Mhm. En mettant l'accent sur des évaluations standardisées basées sur la vitesse, on pourrait, selon cette critique, non seulement créer de l'anxiété, on l'a vu, mais aussi renforcer les inégalités sociales, en favorisant les élèves qui sont déjà familiers avec ces codes de performance scolaire et en pénalisant les autres. Donc l'argument scientifique, présenté comme neutre et objectif, Servira en réalité un projet éducatif et social qui, lui, ne l'est pas du tout neutre. C'est en tout cas la thèse de l'analyse critique. bon, si on résume un peu tout ça, en suivant l'analyse critique qu'on a explorée, ce document EduSCOL sur les automatismes, il apparaît un peu comme un cas d'école. Un cas d'école d'une instrumentalisation de la science. C'est ça.
Sous couvert d'objectivité neuroscientifique, il imposerait une vision très particulière et somme toute contestable de l'apprentissage des maths, en ignorant une partie de la recherche et aussi l'expertise pédagogique des enseignants. La science deviendrait une sorte d'argument d'autorité pour clore le débat, plutôt que pour l'enrichir. C'est la conclusion forte de cette analyse, oui. Et face à ce constat, elle esquisse quand même quelques pistes pour une relation plus saine, plus constructive entre la recherche et l'éducation. Sans entrer dans tous les détails, elle plaide pour un vrai pluralisme scientifique. C'est-à-dire Un dialogue entre les disciplines, les neurosciences, oui, mais aussi la didactique, la sociologie, la psychologie, sans qu'une discipline prétende avoir la vérité et écraser les autres. D'accord. Elle insiste aussi sur la complexité du passage de la recherche à la pratique. Ce n'est jamais une simple application directe. Ça doit se faire en co-construction avec les enseignants. Leur expertise de terrain doit être reconnue, valorisée. Logique. Et enfin, elle appelle à développer l'esprit critique, y compris l'esprit critique sur la science elle-même et sur la manière dont elle est utilisée dans les discours publics, dans les institutions. Ne pas prendre la science pour parole d'évangile sans regarder comment elle est mobilisée. Ça soulève une question importante finalement. Si les politiques éducatives cherchent de plus en plus à légitimer leur choix par des interprétations scientifiques spécifiques, parfois sélectionnées comme on l'a vu, quelle marge de manœuvre il reste pour l'innovation qui naît de l'expérience des enseignants, là dans leur classe? Comment on préserve la prise en compte de la diversité des élèves, de leur manière d'apprendre, qui sont si différentes? Et quelle place on laisse aux différentes philosophies éducatives qui ne rentrent pas forcément dans les cases des paradigmes scientifiques qui dominent à un moment T? Oui, comment on articule tout ça? En bref, comment on trouve un équilibre dynamique, entre les apports précieux de la recherche, parce qu'il y en a évidemment, et le respect indispensable de la complexité, de la diversité, de l'adaptabilité, qui sont vraiment au cœur du métier d'enseigner. C'est peut-être ça la vraie question.